Bonjour, je suis Camilla. À la lecture du testament de mes parents, ils ont ri en tendant 6 millions de dollars à ma sœur et m'ont donné un unique dollar, en disant « Va gagner ton propre argent ». Ma mère a eu un sourire narquois, certains enfants ne sont tout simplement pas à la hauteur. Mais le pire, ce n'était pas le dollar. C'étaient les années qu'ils ont passées à m'écarter discrètement de la vie de grand-père, à nous mentir à tous les deux, à me voler jusqu'au dernier moment que j'aurais pu passer avec lui. Pendant qu'il se préparait à tout prendre, je pensais être invisible. Mais ensuite, l'avocat a ouvert la dernière lettre de grand-père, et ma mère s'est mise à hurler. Il pensait m'avoir enterré pour de bon. Mais la dernière lettre de grand-père, c'était l'appel qui les a déterrés. Avant de nous plonger dans l'histoire, à quelle heure écoutez-vous ceci, et où êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Prêt à découvrir ce qu'il y avait dans cette lettre? Je suis arrivé au domaine familial à Charleston juste avant que le soleil ne dissipe la dernière brume matinale. Les cigales bourdonnaient déjà comme un avertissement dans la chaleur. Les chênes verts se dressaient, dégoulinant de mousse sur l'allée de gravier, et je me suis garé là où je faisais des cercles de travers à vélo quand j'étais enfant, à l'époque où je croyais encore que la maison signifiait quelque chose de sûr. J'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur latéral, un chemisier simple, les cheveux attachés en arrière, rien à voir avec les robes élégantes qu'Isolda aurait choisies. Mes mains tremblaient en attrapant mon sac à main, sentant le poids de chaque kilomètre qu'il a fallu pour arriver jusqu'ici. Je me suis arrêté, levant les yeux vers le porche aux colonnes blanches, les rocking chairs alignés comme des gardes. Je n'étais pas sûr de la raison de ma venue. Pas vraiment. Peut-être pour me prouver que je pouvais me tenir là sans me sentir diminué. À l'intérieur, l'air sentait le vernis au citron et quelque chose de plus ancien, de plus âcre qui me rappelait les vacances passées à essayer de ne pas respirer trop fort. Vera, ma mère, était assise près de la cheminée, les chevilles soigneusement croisées, son expression indéchiffrable à l'exception de la tension autour de sa bouche. Mon père, Conrad, tenait un verre d'eau comme si c'était une bouée de sauvetage, hochant la tête à des gens qui le regardaient à peine. Isolda, bien sûr, riait près de la fenêtre, une coupe de champagne à la main, la lumière du soleil accrochant l'or à son poignet. Quand elle m'a vu, ses yeux ont balayé ma tenue, et un sourire narquois a effleuré ses lèvres avant qu'elle ne retourne à sa conversation. J'ai trouvé une chaise dans un coin, espérant que personne ne remarquerait comment mes jambes rebondissaient sous la table. Marshall Keane, l'avocat de la famille, s'est éclairci la gorge, tapotant une pile de papiers contre la table pour les aligner. « Merci d'être venu aujourd'hui », a-t-il dit en parcourant la pièce du regard. Walter Garner a laissé des instructions claires pour que son testament soit lu en présence de tous les membres de la famille. J'ai joint mes mains, appuyant pour les empêcher de trembler. Je sentais les regards sur moi, le jugement silencieux d'une famille qui avait passé des années à me rappeler que je n'avais pas tout à fait ma place. J'avais mémorisé les détails de l'invitation, mon nom mal imprimé en tant que invité plus un. Quand j'avais appelé pour corriger, la secrétaire avait balbutié avant de dire « Je suis sûr que ce n'était qu'un oubli ». J'avais ri à ce moment-là, mais c'était le genre de rire qui vous laisse les côtes endolories. Marshall a commencé à lire, sa voix posée alors qu'il énumérait les dons à des œuvres de charité et les petits legs à des parents éloignés. Puis il a marqué une pause, me regardant avant de s'éclaircir la gorge. À Camilla Garner, a-t-il lu, $1. Le silence a frappé avant le rire, une fraction de seconde où le monde s'est figé, et j'ai entendu le sang battre dans mes oreilles. Puis le rire d'Isolda a brisé le moment, tranchant comme du verre. Certains enfants ne sont tout simplement pas à la hauteur, a-t-elle dit en faisant tourner son champagne. J'ai fixé le billet $1 que Marshall m'a tendu, le papier déjà froissé alors que mes doigts se refermaient dessus. La voix de ma mère a percé le bourdonnement dans ma tête, calme et froide. « Va gagner ton propre argent, Camilla », a-t-elle dit comme si c'était une gentillesse, comme si je n'avais pas déjà passé des années à essayer de prouver que je valais quelque chose. La pièce s'est remplie de petits rires cruels, et j'ai baissé les yeux, étudiant le plancher, souhaitant qu'il m'avale tout entière. Mon visage brûlait, mais je l'ai gardé immobile, refusant de leur donner les larmes que je savais qu'ils voulaient. Isolda a croisé mon regard, levant son verre dans un toast moqueur avant de se détourner, bavardant sur les rénovations qu'elle prévoyait avec l'argent qu'elle tenait maintenant. Je me suis levé, glissant le dollar dans ma poche. Mes pieds semblaient lourds alors que je me dirigeais vers la porte, me faufilant entre des cousins qui n'osaient pas croiser mon regard. Je pouvais goûter la honte, métallique et amère, qui s'installait dans ma gorge. Dehors, le porche était vide, les planches chaudes sous mes chaussures alors que je m'appuyais contre la balustrade,
essayant de calmer ma respiration. Les cigales criaient, la chaleur me pressait, et j'ai fermé les yeux, laissant le soleil me piquer les paupières. Un souvenir a jailli, Isolda et moi, enfants, assis sur ces marches, elle me poussant pour prendre la meilleure place, me disant, tu es trop lente pour suivre, mais... Et moi, époussetant mes genoux écorchés, prétendant que cela n'avait pas d'importance. J'ai sorti le dollar de ma poche, le fixant jusqu'à ce que l'encre se brouille. Je voulais le chiffonner, le jeter à la poubelle, mais mes doigts ne voulaient pas le lâcher. Peut-être que j'avais besoin de ce rappel. Derrière moi, la porte a grincé en s'ouvrant, et j'ai entendu des pas, doux et délibérés. Je ne me suis pas retourné avant d'entendre la voix d'Isolda, douce comme du sirop. « Oh, n'est pas l'air si pitoyable » a-t-elle dit en venant à côté de moi. « Ce n'est qu'$1. Tu as toujours été dramatique. » Je n'ai pas répondu, ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction, mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Je l'ai senti, ce petit déclic silencieux qui se produit quand on en a finalement assez. Elle s'est penchée plus près, baissant la voix. « Tu sais, j'ai mérité ça. Papa a toujours dit que tu étais une déception, mais au moins, tu es doué pour partir en silence. » J'ai tourné la tête, croisant son regard, ma voix calme. « Tu penses que tu as gagné. » Son sourire a vacillé un instant avant qu'elle ne ricane. « S'il te plaît, mais, ne commence pas à te croire spécial maintenant. » Je me suis écarté de la balustrade, passant devant elle, le dollar toujours à la main. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent alors que je traversais le porche, tendant la main vers la porte. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais la honte que je portais s'est transformée en autre chose, une brûlure lente et constante que je sentais au fond de ma poitrine. Juste au moment où j'atteignais la poignée, la voix de Marshall a traversé la porte ouverte. « Il y a un document de plus de la part de Walter Garner. » Je me suis figé, les cigales se taisant dans mes oreilles, et je me suis retourné. Je me suis arrêté, ma main planant juste au-dessus de la poignée de la porte alors que la voix de Marshall traversait la pièce, posée et sans hâte. « Il y a un document de plus de la part de Walter Garner. » Ces mots ont sombré dans l'air épais comme une pierre jetée dans une eau calme. Je me suis retourné assez lentement pour voir les doigts de Vera se crisper sur son verre, son masque calme se fissurant juste un peu. Le rire d'Isolda s'est arrêté en plein milieu, sa coupe de champagne s'abaissant jusqu'à reposer contre sa hanche, ses yeux passant de moi à Marshall. Conrad s'est éclairci la gorge, s'agitant sur son siège, sa mâchoire bougeant comme s'il broyait une pensée qu'il ne voulait pas dire à voix haute. Marshall s'est avancé, tenant une enveloppe vieillie portant l'écriture de mon grand-père. Je l'aurais reconnu n'importe où, cette écriture en boucle avec une légère inclinaison vers la droite, toujours écrite à l'encre bleue parce que, comme il me l'avait dit une fois, l'encre noire, c'est pour les factures, le bleu, c'est pour les rêves. Je sentais encore le billet d'$1 dans ma poche, sa rigidité contre ma jambe, un rappel de la piqûre qui était encore fraîche, encore brûlante. Alors que Marshall dépliait la lettre, le papier a légèrement craqué, et pendant un instant, je n'étais plus debout dans cette pièce étouffante. J'étais de retour sur le porche du ranch de grand-père près de Charleston, l'air doux de magnolia et de terre humide, les carillons éoliens tintant au-dessus de la porte. J'étais là, assis en tailleur dans la terre, les cheveux attachés en arrière pendant que grand-père me montrait comment faire des nœuds pour le tuteur des tomates, ses mains rudes bougeant lentement pour que je puisse suivre. « Tu es ma petite scientifique, mais, disait-il, la fierté adoucissant les rides profondes de son visage. Un jour, tu auras un endroit pour construire tout ce dont tu rêves, et tu n'auras pas besoin de demander la permission. » J'ai cligné des yeux, le souvenir se dissolvant alors que la voix de Marshall remplissait à nouveau la pièce, lisant la lettre à voix haute. À ma petite fille, Camilla Garner, qui a toujours vu le monde avec émerveillement quand les autres choisissaient de ne pas voir du tout. Les mots ont pénétré en moi, chauds et vifs, comme la pluie sur un sol sec. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais j'ai gardé mon visage calme, les épaules en arrière. Je ne les laisserai pas me voir flancher. Pas maintenant, pas alors que sa voix était là, même si ce n'était que par l'encre et le papier. Les yeux de Marshall se sont déplacés dans la pièce, prudents, délibérés, tandis qu'il continuait. Je lègue à Camilla l'annexe de recherche Whitman, y compris tout le matériel de laboratoire, les comptes de financement, et tous les brevets de recherche actifs actuellement déposés sous Whitman Innovation. Le silence a été instantané, comme si la pièce avait aspiré chaque souffle et le retenait en otage. Le visage d'Isolda a perdu sa couleur, le teint devenant presque gris sous la douce lumière. Le verre a glissé de sa main, heurtant le sol avec un bruit sourd, le champagne éclaboussant le bois poli.
Elle n'a même pas sourcillé, fixant Marshall, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Les yeux de Vera se sont rivés sur Marshall, sa voix basse mais tranchante. Ce n'était pas le plan, Marshall. Conrad s'est agité de nouveau, posant son verre avec un cliquetis prudent, frottant son pouce le long du bord, son regard dur mais distant, comme s'il essayait de calculer à quelle vitesse cela pourrait être contenu. Isolda a finalement retrouvé sa voix, et elle est sortie aiguë, désespérée. C'est de la folie. Cette annexe est à moi. Elle devait être à moi. Elle ne fait même rien de sa vie. Ces mots sont restés en suspens dans l'air, tranchants comme du verre brisé. Je suis resté immobile. La lettre dans la main de Marshall était comme une promesse que je n'avais jamais été aussi invisible qu'il me l'avait fait sentir. Le dollar dans ma poche semblait plus lourd maintenant, mais différemment. Moins une humiliation qu'un rappel d'où je venais et de qui m'avait toujours vu, même quand eux ne le faisaient pas. Vera a sifflé entre ses dents, se rapprochant de Marshall. Réglez ça, a-t-elle exigé, chaque syllabe comme de la glace. Maintenant. Marshall n'a pas bougé, son visage indéchiffrable, ses doigts reposant légèrement sur l'enveloppe, toujours aussi stable. Je crains que ce ne soit le souhait de Walter. C'est définitif. La pièce a éclaté, Isolda criant, la voix de Vera s'élevant dans une fureur froide. Conrad a finalement hurlé, assez, avant de se laisser retomber dans sa chaise, se frottant les tempes. Je n'ai pas entendu chaque mot, mais le chaos m'a submergé, un flot d'accusations et de dénégations. Au milieu de tout cela, je suis resté tranquillement debout, le bruit s'estompant alors que je me concentrais sur la sensation de la lettre dans ma main. Quand Marshall me l'a finalement passé, le papier était rugueux, les bords adoucis par le temps, et je pouvais presque sentir la faible odeur du tabac de grand-père, la chaleur de son atelier, la sueur de bois et la menthe des bonbons qu'il gardait dans sa poche pour moi. J'ai levé les yeux, les regardant se disputer ce qu'ils pensaient mériter, et j'ai de nouveau senti la chaleur dans ma poitrine. Mais cette fois, ce n'était pas de la honte. C'était autre chose, quelque chose de solide qui montait en moi comme une marée qui ne pouvait être repoussée. Mes doigts se sont resserrés autour de la lettre, et j'ai reculé, prenant une inspiration qui semblait être la première bouffée d'air complète que j'avais prise de toute la journée. Au milieu des cris, j'ai levé les yeux et j'ai murmuré, d'une voix posée et claire, je dois le voir. Je n'ai pas attendu que les cris cessent. Je suis sorti, mes chaussures frappant le carrelage à un rythme régulier, la chaleur de la pièce s'accrochant encore à ma peau alors que je sortais dans l'air du début de soirée. Les cigales chantaient, fort et constant, comme si elles me rappelaient que le monde continue de tourner, même quand tout le reste semble s'effondrer. 2 jours ont passé, et je me suis retrouvé à conduire seul sur une route étroite et poussiéreuse bordée de pins et de chênes broussailleux, l'humidité de Charleston pressant contre les vitres de mon camion. La lettre de grand-père reposait sur le siège passager, le papier usé et doux le long des plis, comme si elle attendait que je l'ouvre depuis des années. À chaque kilomètre que je parcourais, la voix d'Isolda résonnait dans mon esprit, la façon dont elle criait à propos de ce qui était à elle, la façon dont elle me regardait de manière transparente quand la vocalisait les mots de grand-père. Je me suis arrêté devant l'annexe juste au moment où le soleil se levait, peignant le toit en tôle d'or, les panneaux de verre attrapant la lumière comme des miroirs. Elle ressemblait à une vieille grange qui avait été ramenée à la vie avec amour, robuste et simple. Je suis sorti, le gravier crissant sous mes bottes, et je suis resté un instant, laissant l'air matinal chasser le bruit de ma tête. J'ai touché la poignée, me souvenant de la promesse de grand-père, un jour, tu auras un endroit pour construire tes rêves sans demander la permission. Ma main s'est resserrée, et j'ai poussé la porte. À l'intérieur, ça sentait le cèdre et une légère odeur d'huile de machine, le genre de propreté qui donne l'impression que du travail a été fait ici, pas seulement pour la frime. La lumière du soleil se déversait par les fenêtres, atterrissant sur des rangées soignées de microscopes, des paillasses de laboratoire avec des tablettes de données soigneusement empilées, et des boîtes le long du mur étiquetées de l'écriture de grand-père, Camilla Garner. C'était comme entrer dans une pièce que j'avais construite dans mon esprit pendant des années, pour découvrir qu'elle m'attendait depuis le début. Au centre de la pièce, sur une solide table en chêne, se trouvait un petit carnet à spirale, la couverture pliée, les bords doux. Mon souffle s'est coupé en le prenant. C'était mon vieux carnet, celui que je pensais avoir perdu quand j'avais 12 ans, rempli de dessins d'abeilles, de notes sur des échantillons de sol que j'avais prélevés dans le jardin, de croquis désordonnés de plantes et de questions que j'avais griffonnés dans les marges. Grand-père l'avait gardé. Je me suis assise sur le tabouret, feuilletant lentement les pages, chacune étant le souvenir d'une journée que j'avais passée en pensant que personne ne regardait, que personne ne s'en souciait.
Mais lui, si. Il avait gardé ces morceaux de moi en sécurité. Mon téléphone a vibré, me ramenant à la réalité. Le nom d'Éloi s'est allumé sur l'écran, et j'ai glissé pour répondre, le pressant contre mon oreille. Mais, tu es là. Sa voix était chaude, posée, comme elle l'était toujours quand j'avais besoin de m'ancrer. Oui, je suis là, ai-je dit, ma voix basse. Documente tout, d'accord? Photos, vidéos, tiens un registre. Tu ne sais pas ce qu'ils vont essayer de faire. J'ai fermé les yeux une seconde, laissant ces mots s'installer en moi avant de hocher la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Je le ferai. Après avoir raccroché, j'ai parcouru lentement l'annexe, passant mes doigts sur les surfaces, ouvrant les armoires et les tiroirs, laissant le silence m'envahir. Je sentais le chagrin dans ma poitrine, lourd et douloureux, pour tous les jours que j'aurais pu passer ici avec lui, pour les moments qu'ils avaient volés. Je me suis arrêté devant le vieux bureau de grand-père, le bois usé et lisse sur les bords. Le tiroir du bas était coincé quand j'ai essayé de l'ouvrir, et j'ai tiré plus fort jusqu'à ce qu'il se libère, le métal raclant doucement. À l'intérieur, soigneusement empilés, se trouvaient des feuilles de papier avec les notes de grand-père, des journaux d'appel et des relevés téléphoniques. Je les ai sortis, parcourant les dates, les heures, les numéros. Page après page d'appels passés à mon numéro, des appels que je n'ai jamais reçus. Mon nom était écrit à côté de chacun. Les mots au pas de réponse étaient griffonnés de la main de grand-père. Mes mains tremblaient, le papier bruissant alors que je tournais les pages, la vérité frappant plus fort à chaque ligne. Ils avaient bloqué ses appels. Ils l'avaient coupé de moi, volé les dernières chances que j'avais d'entendre sa voix, de m'asseoir sur ce porche avec lui une dernière fois, de lui dire au revoir. Le chagrin s'est aiguisé, passant d'une douleur sourde à quelque chose de brûlant et de vivant, quelque chose qui semblait pouvoir me consumer de l'intérieur. Je suis resté là, tenant les pages contre ma poitrine, la pièce tournant autour de moi alors que la réalité s'imposait. Ils n'avaient pas seulement essayé de m'humilier avec ce billet d'$1. Ils avaient essayé de m'effacer, de s'assurer que je ne sois rien de plus qu'un nom sur une page, facilement ignoré, facilement oublié. Mais grand-père ne m'avait pas oublié. Et debout là, dans l'annexe, entouré de tout ce qu'il avait construit et gardé pour moi, j'ai senti quelque chose changer à l'intérieur, une résolution, claire et froide. J'ai levé les yeux vers la lumière qui filtrait par les fenêtres, serrant si fort les journaux d'appel que le papier s'est froissé, et j'ai murmuré, d'une voix posée et sûre, « Vous m'avez effacé, mais je suis toujours là. » J'ai tenu ces journaux d'appel contre ma poitrine jusqu'à ce que le soleil commence à descendre derrière les fenêtres de l'annexe, la lumière chaude se transformant en une douce lueur qui changeait le verre en miroir, reflétant une femme que je reconnaissais à peine. Mon reflet était fatigué mais éveillé, la mâchoire serrée, les yeux refusant de détourner le regard. Cette femme, c'était moi, et je n'allais pas les laisser m'effacer à nouveau. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé debout au bout du chemin de pierre menant à la maison de la famille Garner, les branches de chêne au-dessus de ma tête se balançant dans la brise matinale. Je pouvais entendre le doux bruissement des feuilles, le gazouillis d'un oiseau solitaire, et le bruit sourd de mes bottes sur l'allée. Mon sac, lourd de la lettre de grand-père et des journaux d'appel, se balançait à ma hanche comme une promesse que j'étais enfin prête à tenir. J'avais demandé à Marshall d'être là, et il avait accepté sans hésiter. Éloi s'est garé plus bas dans la rue, son texto de ce matin toujours non lu sur mon téléphone, « Tu vas y arriver. Appelle s'ils essaient quoi que ce soit. » J'ai glissé le téléphone dans ma poche, pris une grande inspiration et monté les marches du Porsche. À l'intérieur, l'air sentait le café et la légère odeur de vernis au citron, comme toujours quand Vera essayait de prétendre que tout était normal. Elle était assise sur le canapé, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, les lèvres pressées en une ligne qui, autrefois, me faisait peur et me réduisait au silence. Isolda était affalée dans le fauteuil, faisant défiler son téléphone, ses ongles tapotant l'écran, chaque clic comme une petite gifle de mépris. Conrad se tenait près de la cheminée, les bras croisés, les yeux me suivant comme si j'étais une intruse dans la maison où j'ai grandi. Marshall s'est éclairci la gorge, s'avançant avec une fermeté polie qui a fait se raidir les épaules de Vera. Merci à tous d'avoir accepté cette réunion. Nous sommes ici pour nous assurer que le testament est bien compris et pour clarifier certaines questions juridiques. Isolda a ricané, sans lever les yeux de son téléphone. C'est ridicule. Nous avons déjà tout réglé. J'ai fait un pas de plus, posant mon sac et sortant les journaux d'appel. Les pages se sont déployées comme des plumes entre mes doigts. Ma voix était calme, mais chaque mot semblait frapper le silence comme un marteau. Non,
Ce n'est pas le cas. Vous lui avez dit que je m'en fichais. Vous m'avez dit qu'il ne voulait pas me voir. Vous nous avez menti à tous les deux. La tête d'Isolda s'est relevée d'un coup, ses yeux vifs, sa bouche se tordant en ce sourire narquois qu'elle arborait chaque fois qu'elle voulait me rappeler qui était le favori de la famille. Ne joue pas à la victime maintenant, Camilla. Tu déformes les choses. Les yeux de Vera ont vacillé, son sang-froid s'effritant alors qu'elle jetait un coup d'œil au papier dans ma main, puis à Marshall, puis s'en détournait rapidement. C'est inutile, a-t-elle marmonné, mais sa voix s'est brisée sur la dernière syllabe. J'ai de nouveau fouillé dans mon sac et sorti la lettre de grand-père, la posant sur la table basse comme une dernière carte. Il m'a appelé celle qui voyait quand les autres choisissaient de ne pas le faire. Vous l'avez éloigné de moi en lui disant que je m'en fichais. Vous m'avez volé ma chance de lui dire au revoir. Conrad s'est agité, ses bottes raclant le parquet, et pendant un instant, je l'ai vu pour ce qu'il était vraiment, un homme qui avait passé sa vie à maintenir la paix en se rangeant du côté de la voix la plus forte dans la pièce. C'est du passé, mais, a-t-il dit, son ton se voulant doux mais sonnant plat. On ne peut rien y changer. Quand la vidéo a été prête, je l'ai mise en ligne dans un groupe privé pour notre communauté de Charleston, un espace où les voisins partageaient des conseils de jardinage et des nouvelles locales. Je n'ai pas ajouté de commentaires, pas de musique. J'ai laissé sa voix, calme et chaleureuse, porter le message d'elle-même. Il a fallu moins de 3 heures avant qu'Éloin ne m'envoie un texto, ça se propage. Le matin, la vidéo avait fait son chemin sur un blog local, puis dans les fils d'actualité Facebook de personnes qui avaient fait leurs achats à la bijouterie familiale, qui avaient souri et salué Vera à l'église, qui avaient cru à l'image soigneusement entretenue de notre famille pendant des décennies. J'ai regardé le nombre de vues augmenter, les commentaires affluer, certains incrédules, d'autres exprimant un soutien discret, d'autres encore remplis de colère face à la trahison qu'ils ressentaient. Ils l'ont tenu à l'écart de lui. Pourquoi ? De l'argent, lisait-on dans un commentaire. J'ai toujours su que quelque chose clochait avec cette famille, disait un autre. L'après-midi, j'ai appris que des clients appelaient la bijouterie, posant à Vera des questions embarrassantes, certains annulant des rendez-vous, d'autres exigeant des réponses. Le lieu de travail d'Isolda bourdonnait de chuchotements. L'image parfaite qu'elle avait construite se fissurait sous la pression des mots de grand-père résonnant aux oreilles de tous ceux qui regardaient. Une clarté calme s'est installée en moi, le genre de clarté qui vient quand on cesse d'essayer de se faire petit pour le confort des autres. Je me tenais près de ma fenêtre, regardant les rues de Charleston en contrebas, la brise transportant le son d'enfants riant quelque part à proximité, et j'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Je suis retourné à mon ordinateur portable, l'écran reflétant mon visage, plus vieux et plus fort que la dernière fois que je l'avais vu ainsi. Ma main a plané au-dessus du pavé tactile avant que je ne ferme le couvercle. La voix de grand-père résonnait encore doucement dans ma mémoire, laisse-les voir qui tu es vraiment. Après avoir fermé l'ordinateur portable, la lueur de l'écran a persisté dans la pièce sombre comme une promesse silencieuse. Je l'ai laissé sur la table basse. Le léger tic-tac de l'horloge murale était le seul bruit pendant que je nettoyais les tasses vides et les papiers épars après des jours de tri des dossiers de grand-père. Il était tard, mais je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais éveillé d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Le lendemain matin, j'ai préparé du café et laissé la vapeur réchauffer mes mains en ouvrant mon téléphone. Le nombre de vues de la vidéo avait doublé pendant la nuit, et les commentaires continuaient d'affluer. Des gens de l'église, des voisins à qui je n'avais fait qu'un signe de tête au magasin, des gens qui avaient acheté des bracelets et des bagues de fiançailles dans la boutique de ma mère, tous disaient qu'ils n'en avaient aucune idée, qu'ils priaient pour moi, qu'ils me croyaient. Les chuchotements s'étaient transformés en voix. Les nouvelles se sont répandues rapidement en ville. Une semaine après la fuite de la vidéo, la bijouterie de Vera, autrefois animée de clients bien habillés et de femmes avides de bavardage, semblait plus vide chaque jour. Une cliente de longue date, une femme aux cheveux argentés et à l'accent doux, est entrée en serrant son sac à main comme si c'était une bouée de sauvetage. Elle a demandé directement à Vera, « Est-ce vrai ce qu'on dit sur la façon dont vous avez traité votre père et votre fille ?» Le sourire de Vera s'est fissuré un instant avant qu'elle ne le remette en place, disant à la femme, « Ne croyez pas tout ce que vous voyez en ligne. » Mais la femme n'est pas restée pour acheter quoi que ce soit. J'ai appris par éloin qu'une autre cliente avait annulé une commande de collier personnalisé, disant qu'elle ne pouvait pas en bonne conscience soutenir ce genre de famille. Vera a essayé de minimiser la situation auprès des autres, blâmant les mensonges et la jalousie, mais je la connaissais assez bien pour savoir qu'elle se démenait pour préserver son image. Au travail d'Isolda, l'air est devenu lourd de tension.
Elle a essayé de garder la tête haute, mais elle pouvait entendre les chuchotements sur son passage. Quelqu'un lui a transféré la vidéo, et elle a jeté son téléphone à travers le bureau, fissurant l'écran. Elle a essayé de diriger une réunion un matin, parlant de stratégie de marque et d'engagement sur le marché, mais son patron l'a prise à part, a baissé la voix et lui a dit « Tu devrais probablement prendre un congé, Isolda. Occupe-toi de tes affaires de famille. » Elle est rentrée ce soir-là, claquant la porte si fort que les fenêtres ont tremblé, hurlant à Vera que je détruisais tout, que j'étais un cas social pathétique qui avait eu de la chance. Leurs mots étaient lourds, tranchants, désespérés. Les murs qu'ils avaient construits autour de leur vie se fissuraient, et la communauté voyait la vérité à travers chaque fracture. Pendant ce temps, je passais mes journées à l'annexe, triant les notes de recherche de grand-père et déposant des brevets qui prenaient la poussière dans des boîtes marquées à mon nom. J'avais engagé 2 étudiants diplômés de l'université locale, tous 2 enthousiastes, les yeux brillants, et prêts à aider à préserver les études de sol et les données sur les colonies d'abeilles sur lesquelles grand-père et moi avions travaillé ensemble. La serre à l'arrière avait commencé à se remplir de plantes à nouveau, les vignes de tomates s'enroulant sur des ficelles, les herbes parfumant l'air chaud de romarin et de basilic. La communauté m'a tendu la main de manière que je n'attendais pas. Des voisins qui m'ignoraient autrefois frappaient maintenant à la porte de l'annexe avec des pots de confiture maison, me remerciant d'avoir partagé la vérité, d'avoir pris position quand d'autres ne le faisaient pas. Certains ont partagé des histoires de grand-père réparant leurs clôtures, déposant des légumes en trop, les aidant avec des réparations sans demander de paiement. Chaque histoire me rapprochait de lui, me rappelant que son héritage était plus que l'annexe ou les fonds. C'étaient les manières discrètes dont il aidait les autres à se sentir vus. Tard un après-midi, je vérifiais le système d'irrigation quand j'ai entendu une portière de voiture se fermer doucement à l'extérieur. Je suis sorti pour voir Ida, ma grand-mère, marcher prudemment sur le chemin de gravier. Ses cheveux étaient blancs, son dos courbé par l'âge, mais ses yeux étaient clairs alors qu'elle levait les yeux vers moi. Elle n'a pas perdu de temps en paroles, me tendant simplement une petite boîte usée. À l'intérieur se trouvait la montre de poche de grand-père, sa surface rayée mais polie, les charnières grinçant alors que je l'ouvrais. À l'intérieur était scotchée une minuscule photographie de moi enfant, assise sur les genoux de grand-père, tenant un bocal avec une luciole capturée, mon sourire large et sans défense. J'ai levé les yeux vers Ida, et elle a hoché la tête, sa voix calme mais forte. Il voulait que tu aies ça. Il n'a jamais cessé de t'attendre. Les larmes sont venues avant que je ne puisse les arrêter, tombant sur le chemin poussiéreux entre nous. Ida a tendu la main, tapotant la mienne avec ses doigts frêles avant de me prendre dans une douce étreinte. Nous sommes restés là dans le soleil de fin d'après-midi, l'odeur de la terre et des vignes de tomates nous entourant, la montre tic-tacant doucement dans ma paume. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre de l'annexe, regardant le coucher de soleil saigner dans le ciel dans des tons de pêche et d'or. La montre était posée sur la table à côté de moi, tic-tacant régulièrement, me rappelant le temps que nous avions perdu et le temps qu'il nous restait. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone, voyant une notification indiquant que Vera et Isolda avaient tenté de geler les fonds de l'annexe par une action en justice, espérant récupérer un certain contrôle. Mais Marshall a appelé 1 heure plus tard, me disant calmement que la motion avait été rejetée. Le fonds en fiducie de grand-père était hermétique, irrévocable, incassable, tout comme sa foi en moi. Je me suis adossé à ma chaise, laissant le soulagement s'installer, se mêlant au deuil et au triomphe silencieux qui bourdonnait dans ma poitrine. J'ai pris la montre de poche, la tenant contre mon cœur, sentant sa chaleur, le battement régulier de son tic-tac se synchronisant avec ma respiration. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant l'annexe d'un doux crépuscule, j'ai murmuré dans le silence, « Vous avez essayé de m'effacer, mais vous n'avez fait que me rendre plus forte. » Je suis resté un instant de plus près de la fenêtre de l'annexe, laissant les dernières lueurs du crépuscule s'estomper tandis que la montre de poche tic-taquait doucement dans ma main. Je l'ai glissée dans la poche de mon manteau, inspirant profondément avant de me tourner pour éteindre les lumières, fermant pour la nuit. Le trajet jusqu'à mon camion était silencieux, l'air portant cette fraîcheur de fin d'automne, celle qui murmure, l'hiver est proche. Une semaine s'est écoulée avec des journées régulières à l'annexe. J'ai travaillé avec les étudiants sur les rotations de la serre, signé des bons de commande de fourniture et rédigé une proposition pour un nouveau projet de restauration des sols dont grand-père rêvait autrefois. Je commençais à construire la vie que je voulais, pièce par pièce, de mes propres mains. Puis le message de Vera est arrivé. Elle demandait à me voir à la maison familiale, seule. J'ai fixé le texto pendant un long moment avant de le transférer à Éloin, qui a répondu en quelques secondes, « Sois prudente. N'y va pas seule si tu n'y es pas obligée. »
Je comprenais son inquiétude, mais c'était quelque chose que je devais affronter, pas fuir. En fin d'après-midi, le ciel drapé d'un gris lourd, je me suis garé devant la maison que j'appelais autrefois mon foyer. Je suis resté assise dans le camion un instant, laissant le moteur se calmer avant de sortir. Le gravier a crissé sous mes bottes alors que je remontais l'allée, chaque pas mesuré, la montre de poche chaude contre ma paume à l'intérieur de mon manteau. Vera a ouvert la porte elle-même, ce qui était inhabituel. Ses cheveux étaient soigneusement épinglés, mais il y avait une tension autour de ses yeux que je n'avais vue que quelques fois, dans les moments où elle ne pouvait pas contrôler le récit. Elle s'est écartée sans un mot, me laissant entrer. À l'intérieur, l'air était lourd, portant l'odeur de vieux vernis à bois et la légère trace de la bougie que Vera gardait allumée pour dissimuler l'air vicié et la tension sous-jacente. Isolda était assise sur le bord du canapé, sa posture raide, le téléphone à la main mais l'écran sombre. Elle avait l'air fatiguée, le maquillage qui la rendait autrefois si parfaite ne faisant maintenant que souligner les cernes sous ses yeux. Conrad était près de la fenêtre, les bras croisés, les yeux détournés, la mâchoire travaillant comme s'il mâchait des mots qu'il ne pouvait pas avaler. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, l'horloge sur la cheminée tic-tacant trop fort. Je suis resté debout, le poids de chaque instant que j'avais passé dans cette maison pesant sur moi, me rappelant chaque anniversaire oublié, chaque rebuffade déguisée en préoccupation familiale, chaque fois qu'il m'avait dit que j'étais trop sensible ou que je devais grandir. Vera s'est éclairci la gorge, joignant ses mains sur ses genoux. Camilla, a-t-elle commencé, sa voix calme et cassante. Nous t'avons demandé de venir parce que cette querelle n'aide personne. Isolda a coupé court, sa voix tendue. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Si seulement tu nous cédais l'annexe, nous pourrions trouver quelque chose d'équitable pour toi. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. J'ai laissé leur malaise remplir la pièce, le silence pesant sur eux comme leurs mots pesaient autrefois sur moi. Le sang-froid de Vera s'est effrité alors qu'elle continuait, nous avons fait ce que nous pensions être juste pour la famille, pour ton avenir. Nous protégions l'héritage. J'ai laissé échapper un souffle tranquille, le genre qui redresse votre colonne vertébrale quand vos genoux veulent flancher. Mes doigts ont trouvé la montre de poche dans mon manteau, l'enveloppant alors que je la sortais lentement et la posais sur la table basse entre nous. Le doux tic-tac a résonné dans la pièce, chaque son comme un tambour dans le silence. Ceci, ai-je dit, ma voix calme, égale, est le seul héritage qui compte pour moi. Les yeux d'Isolda se sont écarquillés, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si elle allait argumenter, mais aucun mot n'est venu. Son visage s'est crispé, le désespoir se transformant en colère. Tu te crois meilleur que nous maintenant? A-t-elle sifflé? Vera a tendu la main sur la table, ses doigts effleurant la montre alors qu'elle murmurait, s'il te plaît, Camilla, nous avons besoin de ça. J'ai retiré ma main, lentement mais fermement, laissant la distance parler là où les mots m'auraient autrefois manqué. Non, ai-je dit, ma voix claire, inébranlable. Vous n'avez plus le droit de me prendre quoi que ce soit. Conrad m'a regardé alors, les yeux vides, la bouche s'ouvrant comme pour dire quelque chose, mais il l'a refermée, baissant son regard vers le sol. Le silence qui a suivi n'était pas lourd comme avant. Il était net, tranchant, libérateur. Je me suis levé, glissant la montre dans ma poche, laissant son battement régulier me rappeler que j'étais en vie, que j'étais enfin là où je devais être. Je me suis dirigé vers la porte sans me retourner, mes pas étant le seul son, chaque pas effaçant les années que j'ai passées à essayer de gagner des miettes d'amour qu'il n'était jamais disposé à donner. Dehors, l'air froid a frappé mon visage, vif et honnête, et je me suis arrêté sur le porche, le laissant remplir mes poumons. Je pouvais entendre le doux bruissement des feuilles, l'aboiement lointain du chien d'un voisin, le monde réel avançant tandis que le monde que j'avais laissé derrière moi s'effondrait dans son propre silence. En sortant dans le froid, je me suis murmuré à moi-même, c'est ça, la liberté. J'ai laissé l'air froid m'envelopper en descendant du porche, le poids de la dernière conversation avec ma famille s'évanouissant à chaque pas vers mon camion. La nuit était claire, les étoiles clignotant en témoin silencieux alors que je fermais la portière et démarrais le moteur. Je n'ai pas regardé en arrière. Le lendemain matin, le givre s'accrochait à l'herbe devant l'annexe, le ciel encore pâle lorsque je suis arrivé et que j'ai déverrouillé les portes. Le froid a frappé mon visage, vif et honnête, alors que j'ouvrais d'abord la serre, laissant entrer l'air frais tandis que l'odeur de la terre et des feuilles vertes s'installait autour de moi comme une promesse. À l'intérieur, l'annexe était vivante, bourdonnant doucement du ronronnement des lampes de croissance et du faible bavardage de deux étudiants universitaires qui préparaient des plateaux pour un nouveau test de régénération du sol.
J'ai enlevé mon manteau, l'accrochant au crochet près du vieil établi de grand-père avant de sortir la montre de poche et de la placer à côté de mon ordinateur portable. Le tic-tac régulier semblait se synchroniser avec le rythme de la journée, me rappelant pourquoi je continuais d'avancer. J'ai vérifié mes courriels, répondant à un message d'une mère demandant si elle pouvait amener sa fille voir les abeilles. Je lui ai dit que nous serions là toute la semaine, et qu'elle était la bienvenue à tout moment. Au moment où j'ai appuyé sur envoyer, la porte de la serre s'est ouverte, et Ida est entrée en traînant les pieds, emmitouflée dans son épais manteau d'hiver, un thermos de thé à la main. « Tu vas attraper froid ici, mon enfant ?» a-t-elle dit, s'installant dans la chaise que je gardais près du chauffage pour elle. Ses yeux ont parcouru les rangées de semis et les bacs de terre avant de se poser à nouveau sur moi. Ton grand-père aurait été fier. Je me suis arrêté, la regardant tandis que je me lavais les mains dans le petit évier près de la porte. Il a toujours vu des choses en moi que je ne pouvais pas voir moi-même. Le regard d'Ida s'est adouci. Il ne les voyait pas seulement, Camilla. Il y croyait. Les mots ont rempli l'espace autour de nous, chaleureux et stable. Je les ai emportés avec moi tout au long de la journée, vérifiant les niveaux de pH dans le sol, aidant l'un des étudiants à ajuster les lampes de croissance, et répondant aux questions sur la superposition du compost pour un groupe d'adolescents curieux qui se sont arrêtés avec leur professeur. L'annexe devenait lentement un petit centre d'espoir. Des parents amenaient leurs enfants, posant des questions sur les abeilles, le sol, les graines. Ils voulaient savoir comment planter des tomates qui ne mouraient pas dans la chaleur, comment faire revenir les abeilles dans leur jardin. Chaque question donnait l'impression qu'un morceau du monde se reconstituait, un rappel silencieux que les gens s'en souciaient, même de manière modeste. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil baissait, je me suis retrouvé à nouveau devant le vieil établi de grand-père, examinant les plans de recherche qu'il avait laissés. Le bourdonnement de la serre, la chaleur des lumières et le bruissement des feuilles à l'extérieur formaient un fond réconfortant. J'ai pris des notes sur une nouvelle formule de compost que nous testions, souriant à l'idée du signe de tête approbateur de grand-père. Ida s'est levée pour partir, s'arrêtant près de la porte. Elle a posé sa main sur la mienne, ses doigts fins mais chauds. Ton grand-père a toujours dit que tu étais l'avenir, Camilla. Je le vois maintenant. J'ai soutenu son regard, la tension dans ma poitrine se relâchant alors que je hochais la tête. Merci de croire en lui et en moi. Après son départ, je suis sorti, le froid me frôlant les joues alors que je vérifiais les bacs à compost près de la clôture arrière. Le vent s'est levé, envoyant un tourbillon de feuilles sur le gravier, et j'ai fermé les yeux, laissant le moment s'installer profondément dans mes os. Ce soir-là, les derniers étudiants sont partis, promettant de revenir demain pour la prochaine série d'expériences. J'ai essuyé les tables, lavé les tasses laissées près de l'évier, et éteint les lumières de la serre, ne laissant que la douce lueur des lampes de l'annexe. J'ai traversé chaque section de l'annexe. Le tic-tac de la montre de poche dans ma poche se synchronisait avec chacun de mes pas. J'ai vérifié la serrure de la porte arrière, éteint le chauffage, et me suis finalement tenu à la porte d'entrée, regardant l'espace qui était devenu plus qu'un simple projet. C'était devenu une promesse. Une promesse à moi-même que je ne me rabaisserais plus jamais pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Une promesse que j'honorerais la confiance de grand-père en moi, non pas en courant après la famille qui ne m'a jamais apprécié, mais en construisant quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. En sortant, j'ai tiré la porte, la verrouillant d'un clic silencieux. Les étoiles au-dessus brillaient plus fort que je ne les avais vues depuis longtemps. Le froid me mordait la peau, mais me faisait en quelque sorte me sentir plus vivante. J'ai expiré, mon souffle formant un nuage dans l'air froid alors que je murmurais dans la nuit calme, « Demain, nous construisons à nouveau ». Le matin après avoir fermé l'annexe sous un ciel étoilé, je me suis réveillé au doux gazouillis des oiseaux devant ma fenêtre. L'air sentait la rosée et la terre, une promesse que le printemps était enfin arrivé à Charleston. J'ai préparé mon café, laissant la chaleur de la tasse s'infiltrer dans mes paumes alors que je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, regardant la lumière se répandre dans la rue. C'était comme une célébration silencieuse de tout ce pour quoi je m'étais battu, de tout ce que j'avais construit. En conduisant vers l'annexe, j'ai passé des magnolias en fleurs qui bordaient la route, leurs pétales dérivant sur le trottoir comme des confettis. Je me suis garé sous le chêne que grand-père avait planté près de l'entrée de l'annexe, coupant le moteur et prenant un moment pour respirer l'odeur de terre fraîche et d'herbe avant de sortir. À l'intérieur, l'annexe bourdonnait de vie. Des étudiants des universités locales préparaient des plateaux pour de nouveaux tests de semis, discutant doucement pendant qu'ils travaillaient. La serre était chaude, l'air à l'intérieur portant l'odeur du basilic, des tomates et de la terre riche.
Je me suis déplacé dans les allées, vérifiant la progression des pouces, offrant des conseils si nécessaire. Une légère correction ici, un mot d'encouragement là. Mademoiselle Camilla, ses pouces sont plus droites aujourd'hui, a dit une étudiante nommée Carla, en montrant un plateau de semis. Elles tendent vers la lumière, ai-je répondu avec un petit sourire, touchant légèrement une feuille. Elles savent pourquoi elles sont faites. En milieu de matinée, les familles ont commencé à arriver. Les parents guidaient leurs enfants dans la serre, leur montrant les abeilles se déplaçant entre les fleurs, les bacs à verre et les tas de compost. J'ai regardé une mère soulever son bambin pour voir une abeille posée sur un tournesol, les yeux de l'enfant grands ouverts d'émerveillement. Une petite fille, pas plus de 8 ans, a tiré sur ma manche alors que je vérifiais l'humidité du sol. Mademoiselle Camilla, a-t-elle murmuré, en tendant un bocal avec une seule abeille à l'intérieur. Pouvez-vous me montrer comment la laisser partir sans la blesser? Je me suis agenouillé, prenant le bocal avec précaution. Bien sûr, ma chérie, ai-je dit, en dévissant lentement le couvercle. Nous avons regardé ensemble l'abeille hésiter un moment avant de s'envoler, captant la lumière alors qu'elle retournait vers les fleurs. Elle a applaudi doucement, levant les yeux vers moi. Je veux aider les abeilles, moi aussi. Tu l'as déjà fait, lui ai-je dit, en lui ébouriffant les cheveux avant de la renvoyer à sa mère, qui a murmuré merci avec des larmes dans les yeux. Plus tard dans la journée, je suis retourné au petit bureau à l'arrière de l'annexe, la montre de poche de grand-père tic-tacant doucement sur mon bureau à côté de mon ordinateur portable. J'ai ouvert la montre, regardant la minuscule photo de moi enfant, de la terre sur les joues, un sourire édenté s'étirant sur mon visage. Je pouvais presque entendre le rire de grand-père, sentir sa main rude me tapoter l'épaule après que nous ayons planté des tomates ensemble. On l'a fait, grand-père, ai-je murmuré, laissant les larmes couler cette fois, les laissant tomber librement alors que la lumière se déplaçait sur le sol. Dans l'après-midi, Ida est arrivée, ses pas lents, mesurés mais déterminés, alors qu'elle se dirigeait vers la chaise près de la serre. Je lui ai apporté du thé, m'asseyant à côté d'elle alors qu'elle fredonnait doucement, regardant les enfants apprendre à planter des graines dans de petits pots. Tu as transformé cet endroit en quelque chose de magnifique, a-t-elle dit, en regardant autour de l'annexe, les yeux doux. C'était toujours là, ai-je répondu. Il fallait juste que je croie que j'avais le droit de le construire. Ida a tendu la main, serrant la mienne. Ton grand-père avait raison à ton sujet. J'ai hoché la tête, mon cœur se gonflant d'une fierté tranquille, sachant que l'annexe n'était pas seulement un bâtiment rempli de plantes et d'abeilles bourdonnantes. C'était un lieu de guérison, une promesse tenue, un héritage transformé en action vivante. De temps en temps, je recevais encore des courriels soigneusement formulés d'Isolda et de Vera demandant à se rencontrer, à parler, à arranger les choses. Chaque fois, je fermais le message sans répondre, ne ressentant aucun besoin de défendre mon espace, aucun besoin de les inviter à nouveau dans la vie qu'elles avaient autrefois essayé d'effacer. Parce que la paix, avais-je appris, se trouve parfois dans le choix d'avancer sans traîner le passé avec soi. Alors que la journée touchait à sa fin, les dernières familles sont parties, promettant de revenir la semaine prochaine pour une journée de plantation communautaire que nous avions programmée. J'ai traversé l'annexe, éteignant les lumières, rangeant les outils et prenant des notes pour le travail du lendemain. L'air extérieur était frais, le ciel peint des couleurs du soleil couchant. En sortant pour verrouiller les portes, debout sous le magnolia, j'ai regardé l'annexe, les fenêtres brillant chaleureusement contre le crépuscule qui approchait. J'ai pressé la montre de poche contre ma poitrine, sentant le tic-tac régulier contre mon cœur, m'ancrant dans la certitude que j'avais été à la hauteur non pas selon leurs normes, mais selon les miennes. La brise bruissait dans les branches au-dessus, transportant l'odeur des fleurs et de la terre, et j'ai ressenti un calme dont je ne me savais pas capable. Le passé, avec ses trahisons et son silence, ne me définissait plus. J'étais libre de vivre, de grandir, de construire. Alors que je me tournais pour partir, descendant le chemin vers mon camion, j'ai laissé les derniers mots s'élever doucement de mes lèvres, une promesse à moi-même, à grand-père, à la petite fille que j'étais autrefois et qui avait attendu si longtemps d'être vue. Voilà ce que signifie être à la hauteur.